Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le landerneau politique, les réactions fusent au lendemain de l'annonce d'une date pour la tenue des communales. Certes, un pas de plus vers ce scrutin, mais des questions fondamentales subsistent, comme la présence des magistrats dans la supervision des commissions administratives. On en parle ce soir. Et puis le langage politique en Guinée, souvent violent, incite à la haine et à la révolte. La haute autorité de la communication invite les médias à ne pas relayer tout message sur leur antenne. Et nous parlerons aussi du wax, ce tissu coloré venu des Pays-Bas, qui est aujourd'hui un symbole de la culture africaine. Les élections communales pourraient se tenir en février 2018 selon la Commission électorale nationale indépendante. Si les questions d'ordre technique et budgétaire sont en passe d'être réglées, le problème des magistrats devant superviser les commissions administratives de centralisation des votes demeure. Alors comment régler cet obstacle? Notre reporter Mamadou Boy Diallo a interrogé le président de l'Ordre des bâtonniers de Guinée qui propose des approches de solutions. Le 4 février 2018, c'est la date annoncée par la CENI pour l'organisation des élections communales. Ce nouveau chronogramme est accueilli avec froid par certains acteurs politiques et de la société civile. L'institution électorale dit être prête techniquement si le budget estimé à plus de 300 milliards de francs guinéens est dégagé. Mais à ce stade, certaines questions restent en suspens, notamment le cas des magistrats devant superviser les commissions administratives de centralisation des votes. Il en faut 343 selon le découpage électoral, alors que le pays ne compte pas plus de 200 magistrats. Alors, dans ces conditions, comment combler ce gap? Cet avocat propose une approche de solution en se référant à la loi relative au fonctionnement des cours et tribunaux. Lorsque la composition d'un tribunal est incomplète, on peut faire appel à un avocat pour compléter la composition de ce tribunal, de sorte que l'avocat participera à la prise de décision comme s'il était un magistrat à l'occasion d'un procès donné. Donc, de la même manière, on peut combler le gap entre le nombre de magistrats et le nombre de commissions de centralisation des votes en faisant appel à des avocats. Une autre alternative que propose Maître Mohamed Traoré, c'est de mettre à contribution des auditeurs de justice. Les auditeurs de justice sont des magistrats en formation qui sont actuellement dans les juridictions, qui siègent aux côtés des magistrats en activité. Même si ces auditeurs de justice ne prennent pas part à la prise de décision. Censées se tenir depuis 2010, les élections communales se font toujours attendre. Leur tenue a été longtemps réclamée par l'opposition, qui n'a cessé de manifester et organiser des journées villes mortes pour contraindre le pouvoir à organiser ces échéances. Dans le même sillage, une fois n'est pas coutume, la mouvance et l'opposition saluent la fixation de la date des élections communales au 4 février 2018, mais ce n'est pas pour autant une satisfaction totale car certains leaders politiques préfèrent jouer la carte de la prudence à l'image de Dr Fayami Limono, le président du bloc libéral, craint que la Guinée renoue avec son cycle électoral, parfois émaillé de violence, surtout que les élections législatives sont également prévues en 2018. Alseni Bari et Abdoulaye Kamara ont rencontré Dr Saliouba, porte-parole de la mouvance présidentielle, et Dr Fayami Limono, président du bloc libéral. Le marathon entre opposition et mouvance sur l'organisation des élections locales aura finalement duré 7 ans, si l'on se réfère à la date fixée au 4 février prochain. Aujourd'hui, les deux bords politiques sont unanimes. Ces élections n'ont que trop duré. Bien que réjouis, une inquiétude taraude l'esprit du président du bloc libéral, les moyens financiers de la CENI. Nous avons vu par le passé la CENI qui a engagé des dépenses et par après n'a pas pu les continuer et les dates sont restées lettres mortes. Par rapport à cette date, nous espérons que nous allons pour une fois vivre une véritable volonté politique pour nous amener à la réalisation de ces élections pour sortir de l'illégalité dans laquelle se trouve la gouvernance au niveau local. La mouvance, quant à elle,
salue l'esprit d'ouverture qui anime la CENI. Si l'air est au soulagement, elle promet de s'activer dans les préparatifs pour remporter ces locales. Ça nous met à l'aise et rassurez-vous que nous restons disposés à prendre toutes les dispositions pour voir les stratégies électorales qui nous permettront de nous assurer d'une majorité absolue. Une autre crainte de Fayami Limono est la fin du mandat des députés en 2018, ce qui implique de nouvelles élections. À ce niveau, faut-il craindre de nouvelles violences pour aboutir à ces élections? 2018 risque d'être une année de super élections parce que nous aurons les élections locales, le 4, et les députés qui votent les lois, eh bien, eux aussi, leurs mandats viennent à terme. Hein? Et donc, dans les 3 prochaines années, nous ne parlerons que d'élections, malheureusement. La commission électorale dispose d'un budget de 115 milliards de francs guinéens jusqu'en fin 2017. Et pourtant, elle avait demandé plus de 330 milliards pour organiser les élections locales. Comme annoncé dans les titres, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, appelle les médias à plus de responsabilité dans le traitement de certaines informations à caractère violent et incitant à la révolte et à la haine. Son communiqué fait suite aux propos tenus par certains leaders politiques qui ne sont pas de nature à préserver la paix à printemps. Djibril Ba, Obakadine Kamara, reportage. La HAC tape du poing sur la table et rappelle aux médias le rôle qui leur est dévolu. L'institution, dans la foulée, fait un constat sur les interventions des hommes politiques qui mettraient en cause la sûreté de l'État. Contre toute attente, les associations de presse réagissent. Il faut le rappeler, la HAC est dans son droit de le faire, mais je crois qu'il ne faut pas aussi essayer d'entraver le rôle des médias consacrés par la Constitution, parce que les médias sont censés être des relais sûrs, des espaces de communication libres, structurés et professionnels. Même son de cloche chez l'Urtelgui, les membres apprécient la mise en garde de la HAC et décrivent les conséquences que peuvent engendrer les dérapages sur n'importe quel support de communication. Le professionnalisme permet aux journalistes, à un certain moment de l'évolution de la situation politique du pays, de faire appel à sa responsabilité de journaliste. Le professionnalisme le permet. C'est cette responsabilité qui va, par exemple, nous permettre de préparer les invités, leur dire que nous passons à l'antenne. Il y a des propos qui sont prohibés parce que nous pouvons déjà avoir une certaine perspective de l'élan par rapport à l'intervention que notre... Quelques nuances sont relevées par notre interlocuteur qui précise que la HAC ne prévient pas, plutôt envisage des sanctions. Il estime qu'il revient aux instances d'autorégulation des médias de faire ce travail. Iboun fait savoir que la haute autorité de la communication n'a pas d'ordre à donner aux professionnels de la communication en période préélectorale. Je dis que la HAC ne régule pas la période préélectorale. La HAC s'occupe la HAC régule la période électorale. Et à la matière aussi, la HAC tire des sonnettes d'alarme en période électorale pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des confrontations physiques entre les partis politiques. Reste à savoir si cet appel de la HAC pourrait faire un changement majeur dans les émissions interactives des différentes radios de la place. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire lundi dernier sous la présidence du chef de l'État. Le président Alpha Condé a réitéré sa volonté d'atteindre les performances macroéconomiques telles que définies dans le programme national de développement économique et social. Il a invité par ailleurs le gouvernement à œuvrer dans ce sens. Le Conseil a entendu successivement le ministre porte-parole du gouvernement qui a fait une communication relative au programme cadre de développement. Je vous prie de suivre la quintessence de ce Conseil avec Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussen Kamara. Le chef de l'État, dans son intervention, a réitéré sa volonté d'atteindre les performances macroéconomiques telles que définies dans le plan national pour le développement économique et social et invité le gouvernement à œuvrer dans ce sens. Il a exhorté le ministre en charge de la sécurité à diligenter les mesures appropriées pour faciliter la circulation automobile qui est l'un des problèmes majeurs qui font souffrir les Guinéens. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'industrie de mettre à disposition un espace à Daboya afin d'y installer un hangar frigorifique dédié à la conservation de fruits et légumes. Le président de la République a invité le gouvernement à accélérer les travaux de construction du futur bureau de la représentation de la Banque africaine de développement à Conakry. Au deuxième thème de ce conseil, le Premier ministre, dans son compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel, tenu le 19 septembre,
a fait une communication relative au programme cadre du développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat urbain et périurbain en Guinée. Le ministre a affirmé que l'objectif principal visé par le gouvernement, par le programme également, est de moderniser l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat, ainsi que les ateliers d'apprentissage, améliorer l'employabilité, l'accompagnement dans la création d'entreprises par les diplômés ou dans la recherche d'emploi. À l'issue des débats sur les différentes questions, le Conseil a décidé... Le Conseil approuve le document de stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d'Aïchi en République de Guinée. 4. Le Conseil demande au ministre du Budget de travailler avec le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République pour mettre en œuvre les dispositions prévues afin de respecter le calendrier du processus de programmation budgétaire pluriannuel 2018-2020 et le projet de loi de finances 2018. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné des informations sur sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies et des rencontres qu'il a eues à cette occasion. Célébration ce 26 septembre de la journée mondiale de la contraception, une occasion pour mettre en lumière les différents moyens de contraception afin de limiter le nombre de grossesses non désirées et la propagation des infections sexuellement transmissibles. Mariam Fodé Camara, Alseni Camara, reportage. La contraception est l'emploi de toutes les techniques et dispositifs ayant pour but de contrôler, espacer et empêcher une grossesse. Actuellement, il existe les moyens modernes permettant d'éviter une grossesse ou d'espacer les naissances, comme l'utilisation des préservatifs par exemple. Il y a les comprimés, ça c'est les microgénomes. Ça c'est contient deux hormones, il y a progestérone et oestrogène. Il y a les microluttes. Ça contient un seul hormone. Il y a l'implant, ça aussi, ça contient un seul hormone. Il y a le collier du cycle. La méthode la plus utilisée dans le centre ici, c'est dépôt et l'implant. Le 1er septembre à nos jours, elle a reçu 137 femmes pour des cas de planification. Malgré les moyens modernes, certaines femmes ne veulent simplement pas les utiliser. Parfois, c'est leur mari qui les empêche. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres même qui viennent, qui prennent leurs femmes. Si c'est l'implant, on retire devant lui. Simon a 6 enfants, dont 5 par césarienne, ce qui l'a poussé à se planifier. J'ai été césarisée 5 fois, donc j'ai demandé à mon médecin de me planifier pour garantir davantage ma santé. Ça permet d'avoir longue vie. J'invite mes sœurs à en faire autant. Espacer les naissances est important pour la femme. Ce père de 3 enfants invite les hommes à encourager leurs femmes à se planifier. Je viens avec ma femme au centre de santé par rapport à la planification. Je dirais aux hommes de ne pas se presser. L'enfant, c'est Dieu qui le donne. Il ne faut pas qu'ils fatiguent leurs femmes. Je les invite à accompagner et encourager leurs femmes à se planifier. Une délégation de l'institution de prévoyance de retraite du Sénégal est à Conakry pour signer un accord de partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette délégation a échangé ce mardi avec les membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, en abrégé CPEG. L'objectif est de nouer une convention de partenariat entre ces différentes structures. Idrissa Barry, Ibrahim Massouma. C'est après une visite de courtoisie chez le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, du travail et de l'emploi que la délégation de l'institution de prévoyance de retraite du Sénégal a été reçue par le bureau de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CPEG. L'objectif de la visite de cette délégation sénégalaise, conduite par le président du conseil d'administration de l'IPRES, est d'échanger avec les acteurs de la protection sociale de Guinée en vue de la signature d'un accord de coopération entre l'IPRES et la Caisse nationale de sécurité sociale, qui va désormais régir les relations entre nos deux institutions et assurer une meilleure protection des Guinéens qui sont au Sénégal et des Sénégalais qui sont en Guinée. J'estime même que nous avons accusé beaucoup de retard pour mettre en place un tel cadre de coopération,
Vous le savez, dans nos institutions de sécurité sociale, c'est le tripartisme. C'est l'État, les travailleurs et le patronat. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus rendre visite ici à nos homologues de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Ces deux institutions sont toutes membres de l'Association internationale de la sécurité sociale. Pour l'institution patronale la plus représentative de Guinée, la signature de cet accord de partenariat ayant effet de portabilité des droits des assurés et des retraités est une œuvre de grande portée historique. La mission en Guinée de l'IPRES devrait retenir l'attention de chacun de nous en raison de sa noblesse et de l'actualité qui préoccupe la migration de main-d'œuvre à travers le monde et dont nos États sont particulièrement affectés. Quoi de plus naturel pour les hommes d'affaires et les travailleurs de deux pays frontaliers possédant des institutions de protection sociale soumises réciproquement à la réglementation de la CEDEAO sur l'harmonisation du Code du travail, tenant compte de toutes les possibilités de récupération du patrimoine des travailleurs migrants. La CPEG assure ne ménager aucun effort pour perpétuer cette réussite dans le cadre de la Commission consultative du travail et des lois sociales guinéennes. Ils étaient dans la rue hier pour exprimer leur ras-le-bol suite à la disparition de leur camarade Abdoulaye Mbaye. Ces jeunes du quartier de Lansana Barrage accusent la brigade anticriminalité numéro 7 de CBA d'être à l'origine de cette disparition. Contactée, la coordination des BAC n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Néanmoins, Mamadou Kalisso, Lamine Silla vous donne plus de détails. Ce lundi après-midi, des jeunes de Lansana Barrage ont érigé des barricades sur la route, paralysant la circulation un bon moment. Ils réclament la vérité sur la disparition de leurs camarades. Tout a commencé samedi 23, quand une équipe de la BAC numéro 7 de CBA a fait une irruption à cet endroit. Les forces de l'ordre ont pourchassé les jeunes. Certains sont descendus dans l'eau, dont Abdoulaye Mbaye, qui depuis reste introuvable. Quand ils sont venus, ils ont trouvé les enfants en train de prendre du vin blanc. Vu la situation, ils ont jeté sur les enfants et il y a trois personnes même qui se sont jetées sur l'eau. Après, il y avait un agent de la police qui s'est déshabillé. Il est descendu dans l'eau pour poignarder le petit avec l'arme. Ces agents ont confié à un responsable du district de CBA que les jeunes étaient en train de prendre du chanvre indien, mais sans la moindre preuve. Ils m'ont dit qu'ils sont venus ils ont pris des enfants qui fumaient de la drogue. Je n'ai pas la drogue, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ces allégations sont rejetées par les jeunes qui affirment qu'ils étaient en train de partager de l'argent que leur a offert Abdoul Salam Sow, ex-sociétaire du Sili National, qui serait propriétaire de ces bâtiments. Celui qui est porté disparu ne sait pas nager. Arrivé à un certain niveau, il a commencé à se noyer. Il m'a supplié de l'aider. Il pleurait et criait à chaque fois qu'il avait l'occasion. En ce moment, moi j'avais déjà traversé le bras de mer avec mon homonyme. Ce dernier a voulu le sauver. Mais il y a un agent de la BAC qui lui a dit « Si tu le sauves, je te tue ». Il nous a menacés avec son arme. Alors on a fui. Mais nous pensions qu'il allait le sauver. Mais il ne l'a pas fait. Depuis le samedi jusqu'à ce mardi matin, Abdoulaye Mbaye reste introuvable. Et les jeunes dénoncent l'inaction des responsables de leur quartier. Selon des témoignages recueillis sur place, ce n'est pas la première fois que ces corps mixtes police-gendarmes débarquent dans le quartier et procèdent à des arrestations arbitraires. S'ils galèrent là-bas, ils prennent leur véhicule, ils viennent là-bas, ils chassent les gens. Parce que quand on te prend là-bas, tu n'auras jamais de la vérité. On va dire, même si tu n'as pas rien avec toi, on va dire qu'on t'a pris avec la drogue. Et rien, personne n'est au-dessus de la loi. Toutes nos tentatives pour joindre les responsables des BAC afin d'avoir leur version des faits sont restées vaines. Un proche du jeune disparu nous a confié qu'une équipe de recherche a été déployée ce mardi pour tenter de retrouver Abdoulaye Mbaye. Parlons toujours de ces tumultes avec une scène de colère et de violence. Des habitants du quartier de la Carrière cité dans la commune de Dixine ont pris d'assaut la rue lundi soir pour protester contre les délestages récurrents du courant électrique dans leur zone. Plusieurs artères ont été barricadées par les protestataires qui s'en sont pris au domicile du chef de quartier.
Ces jeunes sont frustrés parce que leur quartier est plongé dans l'obscurité depuis 3 semaines. Très tôt ce matin, ils ont fermé tout accès pour les véhicules. Ils ont aussi empêché les cours dans les différentes écoles en faisant sortir les élèves dans les classes. Ils réclament un nouveau transformateur pour rétablir l'électricité dans la localité. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines, on n'a pas le courant. Vraiment, c'est une situation très catastrophique pour nous. Au niveau de l'école Africof ici, on a interdit aux enfants d'étudier. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours là-bas. Presque toutes les écoles environnantes ici n'ont pas étudié aujourd'hui. Et puis, ça continuera toujours. Tant qu'on n'a pas le courant, on va continuer de gréver. Ces jeunes scandent des propos très hostiles à la société qui fournit le courant et leur président du conseil de quartier n'est pas à l'abri de leur mécontentement. On a été chez le chef de quartier pour lui dire notre problème, pour qu'il puisse nous arranger pour aller là-bas résoudre le problème. En tant que le responsable du quartier. Bon, on a été là-bas, il nous a dit quoi? Que lui, il n'a pas de problème parce qu'il y a le courant chez lui. Ça c'est hier. On a dit, ah, il y a le courant chez toi, tu veux pas que tes habitants aient le courant? Il a dit oui, pour lui, c'est pas un problème. On a dit d'accord. Aujourd'hui encore, on a été là-bas, il a fermé la porte et puis il a dit qu'il s'en fiche. Donc nous aussi, on a fait quoi? On a coupé le courant. De sa part, le président du conseil de quartier de la Carrière Cité dit être surpris par l'attitude des manifestants, tandis qu'il est en train de mettre les bouchées doubles pour ramener le courant dans ce lieu. Il faudrait qu'ils attendent et que les gens finissent de réparer. Puisqu'il paraît qu'il y a plus d'une dizaine de transferts grillés. Donc tant que cela n'est pas fini, aucun n'aura le courant. Ça fait plus de 2 semaines ici. On n'avait pas le courant. Maintenant des badauds qui viennent comme ça, là, jeter des pierres comme ça, là, gâter mes arbres. Ça c'est quoi? C'est moi qui ai le courant? Non, il y a quelque chose peut-être derrière ça. Il y a quelque chose d'anguille sur roche. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de l'ordre tentaient de disperser les jeunes en faisant usage des gaz lacrymogènes. Une femme a été tuée par son mari dans la nuit de dimanche à lundi dernier au quartier de la Minière Centre. Selon des indiscrétions, le mari aurait commis cet acte ignoble sous l'effet de l'alcool avant de se fondre dans la nature. Malik Sandiana Kamara. Des blessures sur la tête, la bouche remplie des caillots de sang, Mariam Bari ne vit plus. Son époux Mamadi Salou Bari vient de mettre fin à ses jours. La première autorité du secteur a été alertée à 1h du matin pour se rendre sur les lieux. J'ai trouvé la dame était couchée à terre. Donc il y avait un t-shirt qui était attaché sur son cou. Et j'ai compris que c'était avec ce t-shirt-là, il a mis fin à ses jours. Selon les informations reçues par la propriétaire de la maison, le présumé assassin aurait tué sa femme parce qu'il estimait qu'elle avait préparé des bandits contre lui. Après avoir commis l'acte, il est parti chez sa maman en criant. Sa maman lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il répond que c'est sa femme qui a pris des bandits pour venir le tuer. Directement, sa maman est venue ici avec sa petite sœur voir la dame dans la chambre toute nue. Pour sa petite sœur, la femme était en train de dormir. Ses 2 enfants étaient à côté. Cette autre information dit que le jeune serait sous l'effet de l'alcool au moment du crime. Suite à des informations, parce qu'on a rappelé que le gars était vers 23h dans un bar là, qu'il avait vu 20 topettes là-bas. Vers 23h, il a pris 20 topettes. C'est suite à ça, il est venu s'attaquer à sa femme. Le père du présumé assassin a passé ici 10 ans de location. En déménageant dans un autre quartier, il a fait venir son fils. Ce drame affecte la propriétaire. Son papa a fait 10 ans ici. Quand sa famille s'est élargie, il a déménagé à la Carrière. Il m'a demandé si possible de loger son fils chez moi. C'est comme ça le jeune est rentré ici. Le désordre règne dans la chambre où s'est produit le drame. La porte reste verrouillée. Le présumé est en fuite. La victime laisse derrière elle 4 enfants. Le plus petit n'a que 6 mois. Voilà comment s'achève cette édition d'information cadrage pour vous. Alseni Kamara était présent à la régie.
Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tvguinée.info. Passez une excellente suite de soirée sur nos antennes.